j'ai une idée de film. Quelque part dans un pays lointain et exotique, un gamin au cœur pur trouve un objet magique dans lequel se cache un être surnaturel. Un génie qui offre à son nouveau propriétaire 3 vœux. Notre héros est pauvre, mais il a un cœur pur. Ce n'est pas l'argent qui l'intéresse. C'est une fille qui, par un petit hasard, se trouve être riche. Du coup, il demande au génie de faire de lui un homme riche, mais c'est par amour. Et ça marche. Après une scène touchante et très ancrée culturellement, le garçon et la fille finissent par se rapprocher. Mais forcément, il y a un méchant dans l'histoire. Un gars qui, lui, n'a pas un cœur pur et qui voudrait devenir riche, non pas par amour, mais par avidité. Son plan consiste à voler l'objet magique et asservir l'être surnaturel. Le héros s'oppose à lui parce que son génie, il y tient quand même, et puis il lui reste des vœux. Après un combat, il finit par gagner, l'antagoniste est piégé par ses propres désirs et la morale est implacable. Contrairement à tout ce que vient de nous montrer le film, en fait l'argent et le statut, c'est pas si important. Parce que ce qui compte vraiment, c'est l'amour. The end. Ça n'a jamais été fait auparavant, pas vrai ? Dans les années 90, l'idée de représentation positive dans les médias n'était absolument pas à l'ordre du jour et certainement pas pour les Arabes. C'est ce qu'explique très bien le docteur Jacques Chahine dans son documentaire Real Bad Arabs que vous pouvez trouver sur YouTube. Arabs are the most maligned group in the history of Hollywood. They're portrayed basically as subhumans. C'est donc pas étonnant que ce racisme anti-arabe se soit retrouvé dans le film pour enfants Aladdin. Pour cette vidéo, j'ai re-regardé le dessin animé et ne faites pas ça. Je vous conseille plutôt de chérir le souvenir que vous en avez. Le film est sorti au lendemain de la guerre du Golfe, une guerre déclenchée et gagnée par les États-Unis suite à l'invasion du Koweït par l'Irak de Saddam Hussein. Comme toujours quand il s'agit des États-Unis, l'objectif de cette guerre c'était de protéger leur accès au pétrole et de bien rappeler à tous qu'il restait les gendarmes du monde malgré la fin de la guerre froide à peine 2 ans plus tôt. La guerre du Golfe a été la première guerre diffusée en direct à la télévision. Et l'image dominante qui nous en est restée est celle d'un désert vide, hostile, traversé par des colonnes de chars et survolé par des avions furtifs. Un désert dont les trésors de son sous-sol, le pétrole, justifiaient la guerre. Aladdin, sorti en 92, un an plus tard, recycle immédiatement cet imaginaire. La ville d'Agraba qu'il représente est une ville en plein désert, pauvre et dont les richesses sont concentrées dans le palais du sultan et dans son sous-sol. Les réalisateurs d'Aladdin ne se sont pas posé la moindre question. Ils ont simplement dessiné un monde arabe tel qu'il avait été construit dans leur imaginaire d'États-Uniens. Je vais pas passer sur tout ce qui est cringe dans le film. Si vous voulez en savoir plus sur la question, je vous recommande la vidéo de Hakim sur le sujet. Pour résumer, disons qu'il est totalement imprégné d'orientalisme et que c'est pas abusif de dire que sa représentation du monde arabe est raciste. L'orientalisme, c'est la manière dont l'Occident a construit une image de l'Orient qui regroupe pêle-mêle l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Asie. Typiquement, dans Aladdin, on a un désert, apparemment en Afrique du Nord, une ville inspirée de Bagdad, située au Moyen-Orient, et un palais ressemblant au Taj Mahal, un palais moghol qui se trouve en Inde, sur un autre continent. Et ça, c'est un exemple d'incohérence historique et culturelle qu'on retrouve dans le film. Il y en a plein d'autres. Le théoricien palestino-américain Edward Said qualifiait lui-même Aladdin de « horror of American filmmaking », un objet d'horreur cinématographique américain. Dans son livre « L'orientalisme », il explique que l'accumulation de ces clichés et incohérences n'est pas une erreur, c'est une stratégie. Elle a pour objectif de créer un autre oriental inférieur qui pourrait être désigné comme ennemi à combattre ou comme enfant à éduquer selon les besoins du moment. Donc malgré ces chansons iconiques, Aladdin de Disney était et reste un film raciste. Ce qui l'a pas empêché de rencontrer un vrai succès populaire, y compris auprès des populations que le film caricature. Et malgré les critiques qui lui ont été faites à raison dès sa sortie. C'est un paradoxe de l'orientalisme. Il fabrique des récits si séduisants qu'ils peuvent être à la fois aimés et toxiques. Ce qui nous oblige donc, devant une histoire qui prétend nous montrer une autre culture, on doit se demander qui raconte l'histoire. À l'époque d'Aladdin, la réponse était évidente. C'était l'Occident via Hollywood qui racontait l'Orient. Un récit colonial, orientaliste et chargé de stéréotypes. Mais aujourd'hui, ça a changé. Les histoires ne viennent plus seulement des États-Unis, elles viennent d'un peu partout.
30 ans après Aladdin, Netflix et les géants du streaming nous vendent une nouvelle promesse. La diversité via un catalogue mondial et des histoires locales. Comme je suis dans ce moment très chinois de ma vie, j'en ai profité pour regarder les films d'animation estampillés Chine sur Netflix. Et je suis tombé sur Le Génie Dragon, un remake d'Aladdin mais version Chine contemporaine. Forcément, ça m'a intrigué. Je me suis demandé, est-ce que cette version est autant orientaliste que ne l'était Aladdin? Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va aborder cette question et on va en profiter pour répondre à une autre d'autant plus importante. À l'heure où chaque culture est invitée à raconter son histoire pour un catalogue global, quel prix doit-elle payer pour y figurer et surtout, quelles en sont les conséquences? Dans cette vidéo, on va se décentrer, on va changer de perspective et on va comprendre ce dont Hollywood et Netflix nous privent, nous, pauvres petits blancs. Donc, en 2021, le studio Sony a sorti Le Dragon Génie en partenariat avec le studio chinois Tencent Pictures. Le réalisateur est un États-Unien du nom de Chris Appelhans. Il a déclaré que l'objectif du Dragon Génie était de créer un film d'animation de renommée mondiale en Chine, pour la Chine et pour le reste du monde. Et d'une certaine manière, on peut dire qu'il a plutôt réussi. L'équipe de production était effectivement composée d'États-Uniens et de Chinois, et le film offre une image de Shanghai plutôt fidèle, avec un décor ancré culturellement et sans les caricatures physiques grossières. On y voit des shikumen, des habitations traditionnelles de Shanghai qui contrastent fortement avec des gratte-ciel de la Chine moderne. Le récit fait aussi apparaître plein d'éléments culturels très reconnaissables, comme un spectacle de la danse du lion ou encore des chips aux crevettes. Contrairement à Aladdin, le héros chinois, Din, n'est ni un orphelin, ni un voleur. Sa famille a peu de moyens, mais lui-même est un étudiant brillant qui travaille comme livreur à côté de ses études. Un boulot que connaissent des milliers de jeunes Chinois. Quant à sa famille, elle se compose de sa mère et de son voisinage. C'est une véritable communauté qui anime le vieux shikumen. Et comme toute communauté, elle est à la fois soutenante et pesante. Mais surtout, elle explique parfaitement la personnalité de Din qui valorise les relations sociales au-dessus de tout le reste. Et cette valorisation des liens collectifs qui imprègne tout le film, on peut l'associer au confucianisme, dont l'éthique sociale imprègne encore la Chine d'aujourd'hui. Pour toutes ces raisons, la première fois que j'ai vu Le Génie Dragon, j'ai trouvé le film très chinois. Et j'ai été agréablement surpris par ce remake d'Aladdin qui est débarrassé des écueils orientalistes et objectivement beaucoup mieux écrit que l'original. À ce sujet, il faut rendre justice aux réalisateurs d'Aladdin. Leur idée de départ était beaucoup plus riche et proche du conte des Mille et une nuits que le résultat final. Dans les premiers scénarios, Aladdin était un garçon feignant, encouragé par sa mère à suivre le droit chemin. La chanson phare du film devait s'appeler « Je suis fier de mon fils » et être chantée par cette dernière. Aladdin n'était pas non plus un simple voleur. C'était un artiste de rue, entouré d'un groupe d'amis. Mais le studio Disney a tout balayé d'un non catégorique, la mère supprimée, les amis supprimés, et Aladdin transformé en diamant d'innocence. Globalement, le studio a demandé de retirer tout ce qui pouvait rappeler l'ancrage culturel et social d'Aladdin, c'est-à-dire sa mère, ses deux compagnons de fortune et son art, le laissant sans racines à protéger, sans héritage à assumer, telle une terre vierge à remplir de ses propres désirs. Des désirs très en phase avec les désirs occidentaux. Regardez ce plan qui les illustre parfaitement. On a Aladdin, seul, face à une ville pauvre et qui regarde de l'horizon vers son objet de désir, le palais du sultan, là où se trouvent le statut et l'argent. Tu verras, Abou. Un jour, ça changera. On sera riche, on s'offrira un palais et on n'aura plus jamais de problème. En effaçant tout ancrage culturel réel et toute dimension communautaire au personnage d'Aladdin, Disney a fait de lui un self-made man total. Dès les premières minutes du film, on le voit partager son peu de nourriture avec des enfants pauvres. Ces enfants n'existent que pour ça, révéler sa générosité hors norme. Pareil, la cruauté des marchands et soldats, leur laideur morale et physique. Tout cela n'est là que pour souligner par contraste l'intégrité naturelle du héros. Aladdin n'est pas bon parce que son peuple l'est ou parce que sa communauté lui a appris à l'être. Il est bon tout seul, au milieu des barbares. Il est intrinsèquement exceptionnel. Et c'est précisément ça qui le rend capable de sauver le sultan, digne d'épouser Jasmine et en mesure de s'élever au-dessus des siens. On est dans la quintessence du récit hollywoodien. Peu importe d'où tu viens, même de pays barbares, si tes qualités personnelles sont hors normes, tu pourras monter au sommet. Cette transformation de l'histoire originale en fable libérale dépasse l'orientalisme. Elle s'intègre dans le cadre plus large du colonialisme narratif. C'est ce que décrit la traductrice et professeure égyptienne Mona Baker. Dans son livre Translation and Conflict, elle explique que le pouvoir du récit ne réside pas seulement dans le mensonge, le fantasme ou la caricature, il est aussi dans la capacité à contrôler le cadre même
qui définit ce qu'est une histoire valable et quels éléments peuvent y figurer. Typiquement dans Aladdin, Disney s'est emparé d'un conte des Mille et Une Nuits en gardant son décor et ses grandes lignes, mais il l'a fait rentrer de force dans son propre logiciel narratif, le logiciel hollywoodien du voyage du héros. Vous savez, c'est ce cercle qui décrit les étapes d'une bonne histoire. Il commence avec la situation initiale, puis l'appel à l'aventure, l'aide surnaturelle, les défis, les tentations, etc., jusqu'au retour du héros. Ce voyage du héros a été très largement promu à Hollywood et tout particulièrement chez Disney. Il est généralement présenté comme la structure universelle de tous les mythes, sauf qu'il ne l'est absolument pas. Joseph Campbell, qui l'a théorisé, n'a analysé que des mythes qui confirmaient son intuition. Résultat, cette structure est présentée comme universelle alors qu'en fait elle est extrêmement ethnocentrée. En faisant rentrer Aladdin dans le logiciel du voyage du héros, Disney a ajouté une couche de colonialisme narratif au conte des Mille et Une Nuits. On se retrouve avec une fable néolibérale classique si parfaite qu'elle rend le décor arabe interchangeable. Ça pourrait très bien se passer en Finlande ou en Chine, on n'y verrait pas la différence. Et justement, pour ce qui est de la version chinoise du film, le génie dragon, quand on y regarde de plus près, on voit pas de différence remarquable avec Aladdin. Alors oui, le héros Din est intégré dans une communauté aimante, mais il reste avant tout défini par son cœur pur. Je t'ai choisi, car ton cœur est pur comme la neige. Oh. Et ce trait est constamment mis en avant. Tout au long du film, il refuse de s'enrichir par la magie, répétant inlassablement que l'amitié et l'amour, c'est ce qui compte le plus. Le génie dragon, pour qui la richesse est le but suprême, ne fait que mettre en contraste cette pureté. Là où le dragon incarne l'avidité, Din incarne la vertu. Et quand, dans un moment de faiblesse, Din envisage enfin de souhaiter la richesse, on pourrait croire que c'est pour mettre sa daronne à l'abri, mais pas du tout. Le déclencheur de sa décision, c'est sa copine. Elle vient de le planter pour retourner à sa vie de luxe. Donc, c'est pas l'amour ou la piété filiale qui pousse Din vers la tentation, c'est la déception d'être à nouveau abandonné par son ami. Alors bien sûr, il y a du vrai, il y a du vécu, il y a des expériences typiquement chinoises dans ce film. Et heureusement, parce que le coproducteur, c'est Tencent Studio, le géant du divertissement chinois. Mais moi, ce sur quoi j'insiste, c'est que cette authenticité, elle est comme encapsulée dans un moule narratif qui, lui, est occidental. Typiquement, la communauté de Din, elle est présente, mais elle n'existe que pour illustrer la morale du film. La famille, c'est plus important que l'argent. Et bien qu'évoquant le confucianisme, ce message est bien plus proche d'un humanisme néolibéral global. Un message qui pourrait être signé Disney, Coca-Cola ou n'importe quelle multinationale. Ce sont des valeurs universelles, mais tellement universelles qu'elles pourraient être imprimées sur un t-shirt. Il n'y a rien de chinois là-dedans. C'est du prêt-à-penser global. Et c'est ça le colonialisme narratif. Pas une caricature grossière de l'autre, mais l'injonction de se conformer pour exister sur le marché global, qui est principalement occidental. En gros, ça dit à l'autre « raconte-nous ton histoire, mais raconte-la comme nous voulons l'entendre ». Cette dynamique se retrouve dans d'autres coproductions sur Netflix. Le voyage vers la Lune suit la même logique. Ce film raconte le voyage d'une enfant en deuil de sa mère. Pour guérir de ce deuil, elle va réaliser un voyage pour rencontrer la déesse de la Lune, Chang'e. Chang'e est une figure majeure dans la mythologie chinoise. Déesse d'un des mythes chinois les plus anciens et émouvants, elle incarne la mélancolie, l'éloignement, mais aussi l'ambivalence et la rébellion. Elle est célébrée en Chine depuis plus de 1000 ans, notamment lors de la fête de la mi-automne, qui est devenue, à travers elle, le symbole même des retrouvailles et de l'unité familiale. La première partie du film ancre le mythe dans une réalité familiale touchante. Le deuil vécu par l'héroïne Fei Fei et son père donne une ambiance mélancolique totalement en phase avec Chang'e. Son ambiguïté est même discutée par les personnages, ce qui évite les interprétations fixes ou trop rigides. Une attention qui a été saluée par une partie de la critique pour son respect culturel. Mais justement, c'est cette fidélité qui rend le glissement suivant si frappant. Quand Fei Fei quitte sa famille direction la Lune pour rencontrer la déesse, celle-ci n'est plus une figure de distance et d'ambivalence, elle est devenue une pop star mégalo. Le film épouse alors la structure d'un scénario beaucoup plus familier. Regardez un peu les films qui vont suivre, vous allez comprendre. Il est arrivé quelque chose à tes parents? Ouais. Ce sort magique peut le ramener pour une journée entière. On va ramener papa. Le voyage vers la Lune est devenu un voyage thérapeutique.
une variante du voyage du héros aussi très populaire chez Disney. La légende de Chang'e n'est plus un mythe qui rassemble, mais une métaphore du deuil individuel à surmonter. Ce passage du collectif au psychologique, du rituel à la thérapie, transforme la déesse en simple outil narratif au service de la guérison de Fei Fei. Elle est devenue un vecteur de développement personnel. Non pas par irrespect ou ignorance, mais parce que c'est la fonction narrative requise pour entrer dans le moule du voyage thérapeutique. Et c'est précisément ce qu'une partie des critiques ont reproché au film, une folklorisation de la légende pour en faire une histoire occidentale. C'est le destin des mythes quand on les force à rentrer dans notre logiciel néolibéral. Ils deviennent des coquilles vides, joliment décorées mais vidées de leur substance. La même chose est arrivée au dragon dans Le Génie Dragon. Le dragon est une figure importante de la cosmologie et mythologie chinoise. Redouté et ambivalent, il a été transformé en sidekick comique dans le film, parce que c'est sa fonction narrative requise. Sur Douban, l'équivalent chinois d'Allociné, des spectateurs ont trouvé une formule pour décrire des films comme Le Voyage vers la Lune ou Le Génie Dragon. Ce sont des histoires chinoises pour occidentaux. Pour les histoires locales, le prix à payer pour accéder au marché global via Netflix, c'est donc l'uniformisation silencieuse sur le modèle des récits occidentaux. Vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, je vous disais que le réalisateur de Ne Zha, Jiao Zi, il disait que les histoires chinoises n'ont pas besoin de s'adapter délibérément au public occidental pour plaire. Je pense qu'il parlait de cette dynamique d'uniformisation. Et je comprends qu'il tienne ce genre de discours parce qu'aujourd'hui, le pouvoir d'Hollywood et des plateformes comme Netflix, c'est plus tant de voler une culture que de participer à la redéfinir. Et ça va avec son lot de conséquences. Là où Aladdin nous montrait un monde arabe caricatural à inférioriser, Le Génie Dragon nous montre une Chine à consommer. On repère les chips aux crevettes, les chics humaines, les lanternes, la danse du lion. On se sent cultivé, ouvert, loin du racisme des années 90. Mais on ne voit pas que derrière cette authenticité, on avale toujours la même histoire. Celle d'un individu isolé qui, guidé par ses seules qualités personnelles, finit par obtenir ce qu'il désire. La culture chinoise a le droit d'être exportée à condition de rester un décor, un petit supplément d'âme exotique à une histoire qui nous est déjà familière. Il ne faut surtout pas qu'elle nous dépayse, qu'elle nous bouscule ou pire, qu'elle vienne déranger nos certitudes. Comme je l'ai dit, la première fois que j'ai vu Le Génie Dragon, j'ai trouvé le film très chinois. Et puis j'ai vu des films d'animation produits en Chine pour le public chinois et j'ai compris à côté de quoi on passe avec Netflix. Prenez Ne Zha ou Ayam Watayam. Ces films ont ceci d'exceptionnel pour moi qu'ils bousculent complètement mes habitudes narratives. Dans Ne Zha, le héros est certes un élu, mais c'est surtout un démon et un garçon impertinent et colérique. Sa mère ne se contente pas de l'encourager quand il est chez lui, elle se bat à ses côtés, pleure son destin tragique et refuse qu'on l'enferme. Dans le deuxième opus, elle est au cœur de la dramaturgie du film et des décisions de Ne Zha. Elle n'a pas qu'une fonction narrative, c'est un personnage à part entière dont l'amour inconditionnel transforme et sauve le héros. Quant à la résolution du film, elle est à des années-lumière de la réussite ou de la guérison individuelle. Elle ne marque pas une fin, mais un nouveau commencement où Ne Zha assume ses responsabilités en s'engageant dans un combat qui dépasse sa propre personne. De son côté, Ayam Watayam raconte l'histoire d'adolescents qui se lancent dans la danse du lion pour retrouver leur dignité. Dans ce film, la danse du lion n'est pas un spectacle dans lequel on ne fait que passer pour vivre une aventure excitante. Ce n'est pas un moment culturel à consommer entre deux scènes. C'est le sujet central du film, un art exigeant et brutal qui devient pour les travailleurs une forme de résistance corporelle et collective à l'aliénation du travail. Si Le Voyage vers la Lune prenait le temps de m'expliquer la légende de Chang'e, de sa mélancolie jusqu'aux différentes interprétations du mythe, le film Ayam Watayam ne m'explique rien sur la danse du lion. Ce qu'il montre, c'est ce que cette danse représente, non pas à mes yeux, mais aux yeux de ceux qui la font vivre. Pour les travailleurs migrants, c'est une pratique qui leur permet de prouver qu'ils existent, que les gamins de village sont dignes, que les corps ouvriers peuvent être puissants, gracieux et souverains. La première fois que j'ai vu ces films, j'ai été émerveillée. Parce que c'était pas juste d'autres bons films d'animation. C'était la sensation physique de découvrir une autre grammaire, un autre rythme, mais surtout une autre manière de penser des sujets universels comme l'amour, la famille ou le pouvoir. Chaque fois que je rencontre l'altérité, que ce soit avec ces films ou autrement, ça me révèle à quel point ma vision du monde est partielle. Comme si jusque-là j'avais possédé des œillères qui m'empêchaient de voir le monde dans son ensemble. Et en vrai, j'en ai toujours, mais moins qu'avant. Parce que rencontrer l'altérité, ça m'a transformé. Et c'est précisément cette transformation qu'Hollywood et Netflix nous évitent soigneusement. Que ce soit avec leur coproduction lissée ou leur remake systématique des films étrangers qui cartonnent.
Alors bien sûr, ces coprods et remakes sont faits pour des raisons commerciales, mais aussi, et à mon sens surtout, pour garantir un contrôle idéologique. Parce que le voyage du héros, le self-made man, la rédemption individuelle, le happy ending moralisateur, ce ne sont pas que des recettes narratives. Ce sont aussi des vecteurs idéologiques du rêve américain. Un rêve où la pauvreté n'est plus une condition collective à dépasser, mais devient un tremplin individuel. Où la communauté n'est pas un soutien, elle est un espace à quitter et devient donc un décor, voire est carrément effacée. Un rêve où les qualités personnelles sont le seul capital qui compte. Les films hollywoodiens nous racontent inlassablement cette même histoire. Une histoire qui, répétée à l'échelle planétaire depuis des décennies, a eu un impact politique majeur. Elle a naturalisé les idées et les désirs de l'individu néolibéral, en les faisant passer pour normaux, évidents et universels. Alors quand on est confronté à des films qui échappent à ce logiciel, on ne rencontre pas seulement une variation exotique de la même histoire, mais la preuve qu'on peut raconter le monde autrement, donc qu'on peut habiter le monde autrement. En d'autres termes, on est confronté à des alternatives idéologiques, des alternatives cohérentes et parfois même désirables, voire carrément plus désirables que la nôtre. Il est là le contrôle idéologique du colonialisme narratif. Il ne nous empêche pas de voir l'autre, mais de le rencontrer vraiment, et donc de le comprendre. De toute manière, après 3 vidéos où ma conclusion arrive à peu près au même point, vous avez capté que ce qui me porte, c'est justement cette expérience transformatrice au contact de l'altérité. Me rendre compte que le monde ne se limite pas au carcan mental dans lequel je baigne depuis ma naissance, ouf, quel soulagement, quel bonheur. Franchement, je vous recommande. En particulier aux blancos qui ont du mal à comprendre que leurs idées sont pas universelles. En vrai, j'ai rien contre les coproductions comme Le Génie Dragon ou Le Voyage vers la Lune. C'est plutôt des bons films, j'ai passé un bon moment en les regardant. En plus, les idées qu'ils véhiculent sont pas pires que d'autres. Le truc, c'est qu'il faut pas oublier qu'ils participent à renforcer l'idée que notre vision du monde occidental est universelle, alors que ce n'est pas le cas. Pour finir, vous devez vous demander pourquoi est-ce que la Chine, avec ses géants du divertissement, son marché intérieur immense et sa capacité à créer des blockbusters comme Neja, pourquoi est-ce que cette Chine accepte de se plier au langage narratif des États-Unis, son principal rival politique? Déjà, faut savoir que la Chine est souveraine en termes d'industrie culturelle. Elle a ses propres producteurs, ses propres diffuseurs, ses propres plateformes de streaming. Elle n'a donc pas besoin de Netflix. À ses yeux, Netflix n'est qu'un outil qui lui permet de pénétrer le marché mondial tout en se montrant sous un jour favorable. Cette instrumentalisation est particulièrement visible dans les coproductions avec Netflix. La Chine y accepte de lisser ses angles les plus rugueux, d'adoucir ses aspérités idéologiques pour apparaître précisément comme l'Occident aime la voir, inoffensive, attractive et moderne. Mais attention, ce lissage n'est pas une conversion, c'est une stratégie de présentation de soi, pas une transformation intérieure. La Chine livre une image soigneusement calibrée pour la consommation occidentale. Tant que les coprods respectent cette image et les valeurs promues par le Parti communiste chinois, pourquoi les interdire? Et il faut aussi comprendre que la différence fondamentale entre la Chine et l'Empire occidental, c'est que la Chine ne veut pas notre âme. Depuis des siècles en Occident, nous avons cette ambition universaliste étrange qui consiste à vouloir convertir le monde à nos valeurs parce que notre modèle serait le seul légitime. La Chine ne joue pas ce jeu. Le pays n'essaie pas de nous convaincre que son modèle est le meilleur. Il veut juste exister, séduire, s'installer sur de nouveaux marchés, attirer des touristes. C'est la différence entre pragmatisme et messianisme. Alors oui, ces coproductions lissées sur Netflix ne nous permettent pas de vraiment rencontrer la culture chinoise. Mais sincèrement, je pense qu'en Chine, ils s'en tapent un rein. Leur culture n'est pas menacée par ce genre de film. Leur culture, elle est produite chez eux, par eux et pour eux. Cet universalisme occidental qui nous enferme et nous fait ressasser toujours les mêmes histoires, c'est notre problème à nous. Et il est temps d'en sortir.